Ce que nous voulons, c'est que justement, c'est que la luminosité soit aussi contrainte que possible pour une période donnée. Donc plus elle sera contrainte, plus la précision en distance sera élevée. Donc ce qui nous intéresse, c'est, nous avons détecté les céphéides dans les bandes optiques, très bien, mais si nous allons maintenant dans l'infrarouge, la dispersion en magnitude va être très très faible, et donc on aura un indicateur de distance extrêmement précis. Donc c'est ce que nous avons fait en disant, bon, on va regarder de nos 2400 céphéides, combien se trouve dans les champs du télescope Hubble. Alors, encore une fois, une petite parenthèse sociologique. Nous sommes une collaboration à avoir demandé du temps sur Hubble pour faire un sondage que vous allez voir dans un instant depuis le sol. Mais ça a été nos concurrents qui l'ont eu. Donc du coup, nous, on ne peut pas avoir accès, mais ces données-là deviennent publiques. Et donc, on s'est précipité pour regarder combien de céphéides que nous avions détectés ont pu être détectés par ce sondage dirigé par Julian Delcanton. Et le problème, c'est que son sondage ne couvre qu'un tiers d'un 31 sur 6 filtres, soit, mais un seul tiers, avec des filtres depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Mais évidemment, c'est une seule époque. Donc, ils ne peuvent pas détecter des variables. C'est une seule image, mais avec le petit champ de Hubble, il faut vraiment passer des orbites et des orbites pour couvrir un tiers de liste d'un 31. Mais bon, des 2400 céphéides, on a pu trouver 68 qui étaient dans les champs de Hubble. Et les voici, donc classés par période. Donc le cercle en blanc, c'est un cercle de 1 seconde d'arc. C'est un peu plus que le seeing au CFH. Et vous voyez que de temps en temps, bon, les étoiles céphéides effectivement sont isolées, mais parfois, il y a 2 étoiles dans le seeing. C'est quelque chose que nous, on ne pouvait pas voir au CFH, mais que Hubble, grâce à sa résolution angulaire, peut le faire. Et donc ceci nous a permis en fait de corriger nos courbes de lumière en sachant qu'il y avait une contamination par une autre étoile. Ceci ne veut pas dire que les autres étoiles qui apparaissent simples n'aient pas une contamination. Ils peuvent avoir une contamination, mais plus faible que certains seuils que nous avons constatés. Alors voici la relation période-luminosité que nous avons pu faire en 2 filtres différents en utilisant les 68 céphéides de Pope observés par le télescope spatial. Et on a inclus pour la petite histoire V1 la première céphéide de M31 mesurée par Hubble. Alors cet article a été envoyé 2 jours après que Adam Rees reçoive le prix Nobel de physique. Donc il était accaparé par les journalistes, mais on a réussi à le finir 2 jours après en s'enfermant tous dans nos bureaux. Mais travailler avec un prix Nobel, c'est assez impressionnant parce qu'il connaît tous les détails du télescope. Alors l'intéressant, c'est que donc on a pu mesurer la distance de M31 grâce à cette relation période-luminosité-couleur inégalée. Et le module de distance est de 24,38, ça équivaut à 760 kg par sec, avec une bonne mesure de l'erreur statistique et systématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe étant donné que certains des pixels de la caméra du Hubble ont été dégradés, etc. Donc c'est vraiment la mesure la plus précise jamais faite de la distance M31, basée sur 68 CFI. Alors ça se compare assez bien, par exemple, à la mesure qui a été faite sur la base de 3 binaires à éclipse spectroscopique, qui a nécessité donc un sondage optique aux Canaries, plus le suivi spectroscopique au Keck. C'est vraiment très difficile à obtenir, ce sont des étoiles qui sont quand même très très faibles. Il y a une autre méthode qui est la branche horizontale, qui est beaucoup plus, là c'est des barres d'erreur qui sont un peu optimistes, mais on arrive maintenant à un module de distance qui est, par 3 méthodes différentes, assez cohérent. Alors, une fois qu'on a la mesure de M31 avec les céphéides, on va pouvoir utiliser ça pour mesurer la constante de Hubble. Après tout, c'est la raison pour laquelle on mesure aussi les distances des galaxies. Vous allez dire, mais on a besoin de galaxies beaucoup plus lointaines, certes, mais si on arrive à mesurer la constante de Hubble avec très haute précision, on va avoir des contraintes cosmologiques très intéressantes. Par exemple, ici, vous avez les contours de précision de la constante de Hubble face au nombre de neutrinos, le nombre de spéces relativistes qu'il peut y avoir. Dans le modèle standard de physique des particules, il y a 3 familles de neutrinos associés à l'électron muon et le tau, mais on a des indications assez indirectes qu'il y aura peut-être une 4e famille de neutrinos. Et en fait, si on arrive donc à contraindre le paramètre de Hubble à quelques pourcents près, on va pouvoir contraindre le nombre de familles de neutrinos. De la même façon, on peut savoir quelle est la masse totale de ces neutrinos, ce qui est très important pour l'évolution future de l'univers.
Et on peut aussi avoir des contraintes très fortes sur l'équation d'état de l'énergie noire. Donc en mesurant simplement la distance d'M31 à très haute précision, on peut déjà avoir des conséquences cosmologiques très intéressantes. Et donc c'est ce que nous avons fait donc avec notre mesure des CFI d'M31, avec des mesures prises en infrarouge, avec les parallaxes Hipparcos de certaines des étoiles, et une calibration des supernovas de type 1A, qui est évidemment la grande spécialité d'Adam Ries. Et les résultats, lorsqu'on enlève quelques CFI qui sont un peu bizarres, ou d'autres où on ne prend pas la métallicité correctement, est de 75,4 plus ou moins 2,9%, c'est-à-dire à 3%. Donc c'est un facteur au moins 5 mieux que le petit projet qu'avait fait pour le télescope spatial de Wendy Freeman et autres, qui avait une barre d'erreur d'au moins 10 km par seconde. Donc vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses avec un petit télescope comme le CFH qui a à peine 3,6 m de diamètre. On n'a pas besoin de télescope de 10 mètres. Alors là on ne voit pas très bien malheureusement, mais c'est l'image la plus profonde jamais obtenue d'Andromède. C'est du halo d'Andromède avec la caméra ACS. Et cette image est tellement profonde qu'on arrive à mesurer des étoiles de magnitude de 33. Combien 33. Donc, il est comparable au Hubble Deep Field en galaxie, mais là c'est en étoile. Et bon, je pourrais passer des heures à vous expliquer comment utiliser les diagrammes couleur magnitude tellement profonds pour contraindre l'histoire de formation stellaire d'Andromède. Mais là, je vais repasser notre survey basé à Hawaï. Ce que nous avons fait, c'est surveiller tout le champ autour d'Andromède. Pas seulement le disque d'Andromède, comme je viens de vous montrer, mais tout autour. Parce qu'il y avait des indications dans les années 80 que quelques étoiles du halo d'M31 étaient riches en métaux. Et ça, c'est pas tout à fait normal, on s'attend que ce soit plutôt vieux, un peu comme les amas globulaires, qui sont très pauvres en métaux. Et donc, ce que nous avons fait, finalement, je vais vous montrer la distribution spatiale dans un instant, on a fait la photométrie de 31 millions d'étoiles autour d'un 31. Et nous utilisons une propriété très intéressante des étoiles qui s'appellent dans la branche des géantes, dont on a pu mesurer 4,3 millions. C'est des efforts de collaboration, on est une quinzaine de personnes évidemment à le faire. Mais la propriété de ces étoiles géantes, c'est que leur couleur dépend de leur métallicité. Donc plus elles sont pauvres en métaux, plus elles vont être bleues. Plus elles vont être riches, plus elles vont être rouges. Donc encore une fois, en regardant où se trouvent sur le ciel les étoiles que nous sélectionnons dans le diagramme couleur-magnitude, nous allons pouvoir faire la cartographie des étoiles riches en métaux, pauvres en métaux, dans le halo de 31. Donc voici le premier résultat. Vous voyez que ce petit carré, c'est 1 degré carré dans le ciel. Donc on a eu besoin de centaines de degrés carrés. Ça nous a pris 3 ans au CFH. Et nous avons aussi pris évidemment autour d'M33. Donc voici les premiers résultats que nous avons publiés en 2009 dans Nature, parce que Andromède, qui apparaît comme quelque chose de très petit, est en fait entouré d'un halo d'étoiles extrêmement bizarre. Donc nous avons essayé de comprendre cette distribution-là en faisant un petit modèle à N-core, en faisant interagir M33 avec M31. Et malheureusement, il y a trop de lumière ici, mais vous allez voir une structure spirale qui se forme, ce qu'on appelle des queues de marée d'M33. Et ce sont la trace de ces queues de marée qui vont produire cette structure. Alors M33 va arriver au maximum de distance par rapport à M31, il va revenir sur M31. Et ça, c'est simplement les étoiles qui sont maintenant présentes. Alors, on peut regarder l'orbite, on peut la faire tourner, parce qu'on la voit presque sur le côté. Et voici l'orbite que nous prévisons pour pouvoir expliquer la structure autour d'un 31. Mais il y a beaucoup plus intéressant, c'est que si on prend un halo autour d'un 33, on va maintenant prédire quelle va être la position des étoiles qui étaient dans le halo d'un 33, mais qui ont été soufflées par l'effet de marée produit par un 31. Et malheureusement, on ne voit pas, il y a trop de lumière, on voit une espèce qu'on appelle un parapluie d'étoiles ici, qui sont non pas d'un 31, mais du halo d'un 33, dans ce modèle que nous proposons. Donc nous sommes encore en train d'explorer cela, parce que ça fait beaucoup de travail. Mais maintenant, je vais vous montrer donc la cartographie finale, qu'on vient juste de finir il y a quelques mois, que nous sommes encore en train d'interpréter. Donc là, on va prendre les étoiles qui sont riches en métaux. Et ce que l'on voit, c'est effectivement les disques d'M31 et d'M33, mais aussi toutes les étoiles de notre galaxie, d'avant-plan. Et vous voyez très bien le gradient. Ici, il y a très peu d'étoiles de notre galaxie. Ici, il y en a un plus. Effectivement, le disque de la Voie lactée se trouve ici.
Donc plus on s'éloigne du disque, moins d'étoiles d'avant-plan nous avons. Donc ça nous permet en fait, vous ne voyez pas les étoiles une à une, mais on a fait la mesure de une à une de toutes ces étoiles dans tous ces champs. Donc ceci, on peut les enlever, parce que ce qu'on veut, c'est voir la structure du halo de 31. Et voilà la branche des géantes pauvres en métaux. Vous voyez un énorme arc qui est formé ici. Donc on avait une indication déjà en 2009 de ceci-ci, mais on ne voyait pas qu'il y avait un arc qui se refermait par ici. On voit cette extension du disque qui s'éloigne, et on voit deux galaxies satellites qu'on n'avait pas identifiées auparavant aussi clairement. On peut regarder les étoiles riches en métaux, et là pareil, on voit que cette structure que l'on voit dans le disque, dans le halo d'M31, a aussi une composante riche en métal, ce qui est vraiment assez paradoxal. Mais le plus intéressant, c'est qu'on regarde les étoiles très pauvres en métaux. Alors là, on voit une pléthore de phénomènes. On voit les côtes de marée de M33, on voit un arc géant qui s'étend sur 120 kPa en forme